les espaces de réflexion éthique régionaux ont notamment pour mission de soutenir la recherche en éthique dans le champ de la santé. Ce ne sont pas les seules missions des espaces de réflexion éthique. Il y a des missions de débat public, de formation des soignants, d'animation du réseau des comités d'éthique ou d'observatoire des questions éthiques. Mais la question du soutien à la recherche, c'est une question qui est assez centrale dans le travail que nous faisons, dans la mesure où ce qui suscite aujourd'hui la réflexion éthique dans le champ de la santé, c'est-à-dire en grande partie l'émergence de situations de plus en plus complexes, avec beaucoup plus d'incertitudes sur le sens qu'il a donné à ces actions dans cette situation-là, a suscité donc de nouvelles formes de questionnement qui doivent faire l'objet d'une investigation sur le plan de la recherche. Ça a modifié de façon très très appliquée la manière dont on pratiquait la recherche dans différentes disciplines médicales et surtout en direction des sciences humaines également. Les objectifs de ces journées qu'on organise ici sont d'abord évidemment de permettre aux différents chercheurs de différentes disciplines et de différents milieux de pouvoir se rencontrer et échanger autour de projets et des questions qui se posent dans ce champ-là. Mais il y a aussi un enjeu de valorisation de la recherche en éthique de la santé. Aujourd'hui, cette recherche en éthique, elle se déploie à différents niveaux. Elle se déploie d'une part sur la compréhension des nouveaux types de problèmes qui émergent suite au progrès des sciences et des techniques dans le champ de la santé. On en aura par exemple une bonne illustration avec la présentation de l'étude C'est quoi Prefind, qui est une collaboration entre Dijon et Besançon qui porte sur notamment des enjeux éthiques liés au progrès dans les recherches en génétique médicale. Donc on a cette compréhension des nouveaux types de problèmes qui se posent dans le champ de la santé. On a aussi une recherche qui s'applique à essayer de comprendre un peu mieux les différents déterminants qui vont jouer dans les prises de décision sur ces problèmes-là. Et c'est par exemple l'objet de travaux doctoraux qu'on verra présenter aujourd'hui ici sur les refus chez les personnes âgées ou les déterminants ou les intentions dans les prises de décision d'un traitement chez les soignants. Ça se joue aussi à ce niveau-là. Et puis, il y a aussi toute une partie de la recherche sur les nouvelles pratiques liées à la réflexion éthique. Comment est-ce qu'on pratique aujourd'hui la réflexion éthique non plus forcément dans des comités d'éthique, mais aussi dans des services. Comment est-ce qu'on structure ces décisions médicales complexes qui intègrent une part de délibération éthique. Donc ça, ce sont globalement ces trois niveaux dans lesquels on investit une recherche très appliquée de l'éthique dans le champ de la santé. Donc les nouveaux types de problèmes, les déterminants qui rentrent en compte dans notre réflexion et dans nos décisions, et les nouvelles formes et les nouvelles pratiques de l'éthique qui sont associées. Ce sera un des grands enjeux aussi de cette journée, de ces rencontres, de pouvoir montrer toute la diversité qu'il peut y avoir. Alors, on a un programme qui est limité, on n'a pas pu montrer tout ce qui se fait, mais on pourra en discuter. C'est vraiment l'occasion de montrer que c'est une recherche qui est à la fois très diversifiée, qui intègre aussi bien les disciplines classiques, la philosophie, la sociologie, la psychologie, le droit aussi, mais qui mobilise aussi des méthodologies d'investigation nouvelles, comme celles qui se font en recherche qualitative et qui intègrent autour de projets très très pluridisciplinaires différentes équipes de chercheurs. Il y a enfin un autre enjeu à ces rencontres, c'est d'arriver à promouvoir cette recherche auprès de tous les acteurs qui sont concernés par les résultats de cette recherche. Évidemment, il y a un objet de curiosité scientifique pour les chercheurs, mais ça concerne aussi toutes nos grandes institutions qui sont des parties prenantes dans le financement, dans la promotion, dans la valorisation de la recherche en général et de la recherche en éthique de la santé en particulier. C'est pour ça qu'on est très heureux et très honoré d'accueillir aujourd'hui, juste après cette introduction, pour ouvrir la journée, des représentants de l'Université de Bourgogne, du CHU de Besançon et du Conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté, pour parler précisément de la place de la recherche en éthique dans les politiques institutionnelles scientifiques. Et juste pour terminer, pour clarifier un petit peu certains enjeux qu'il y a aujourd'hui autour de la recherche en éthique dans le champ de la santé, on parlait de politique institutionnelle. Je voudrais quand même rajouter aussi que ces nouvelles questions qui se posent suite à l'émergence des situations médicales complexes et des progrès de la médecine, elles interrogent bien sûr la curiosité scientifique. On est dans du soutien à la recherche et un objet de recherche, il satisfait d'abord la curiosité de son chercheur.
Mais en même temps, ces questions-là, elles interrogent aussi les professionnels de santé dans leur pratique au quotidien auprès des patients. Elles peuvent interroger aussi les directeurs d'établissements de santé, les hôpitaux, médico-sociaux dans le sanitaire, parce qu'il y a une responsabilité aujourd'hui de ces dirigeants à pouvoir intégrer dans l'organisation du système de santé, dans leur politique institutionnelle, tous ces nouveaux enjeux qu'il y a autour de la gestion des situations médicales complexes. Il y a qu'à voir par exemple, je prends l'exemple qui est peut-être un peu caricatural, mais celui d'une situation comme celle de Vincent-Lambert, il y a un enjeu institutionnel très fort, être en capacité aujourd'hui de pouvoir gérer, prendre en compte et mener la concertation autour de situations de cette complexité-là. Et puis il y a aussi un enjeu qui est un enjeu politique au sens classique du terme, puisque ce que nous voulons faire de notre système de santé, la façon dont nous devons intégrer ces nouveaux enjeux, elle fait l'objet d'une délibération citoyenne, on est dans une démocratie sanitaire, donc ça doit faire aussi l'objet d'un débat public. Il y a, en gros, pour résumer, toutes ces situations médicales complexes, elles modifient, elles redéfinissent le contour des responsabilités qui sont les nôtres dans le champ de la santé à différents niveaux, du soignant jusqu'au politique en passant par la direction des établissements qui structurent notre système de santé. Et c'est là que la recherche dans le champ de la santé, en éthique dans le champ de la santé, a une dimension extrêmement décisive, puisque notre capacité à agir dans ces situations-là, dans ces situations complexes, elle va quand même dépendre très directement de notre capacité à comprendre cette complexité et à savoir comment on va pouvoir la gérer. Et donc c'est là-dessus que je vais terminer, avant de passer la parole pour quelques mots sur la recherche qualitative au Dr Serge Dano. Donc c'est sur ce point que je voudrais insister. Les enjeux de la recherche en éthique de la santé, ils sont bien au-delà des prérogatives strictes des domaines universitaires. Il faut aussi prendre en compte l'ensemble des champs dans lesquels elle a la vocation à s'appliquer et de façon extrêmement déterminante. Alors on peut constater, alors on est suffisamment nombreux aujourd'hui, et je vous remercie tous d'être présents, et on peut se féliciter de voir un public qui se mobilise autour de ces questions-là. Mais on peut aussi constater que ces initiatives en éthique de la santé, elles sont des collaborations existent, hein, on en parlera aujourd'hui, des collaborations entre associations et chercheurs, des collaborations entre différents groupes de chercheurs, mais ça reste quand même des initiatives qui sont parfois un peu isolées, et on pourrait peut-être regretter qu'il n'y ait pas de politique scientifique à l'échelle régionale un peu plus structurée, un peu plus élaborée. Et ça peut être, on pourra en discuter aujourd'hui, ce sera peut-être un des enjeux, l'occasion de s'interroger sur la manière dont on pourrait mener une concertation entre tous les différents acteurs de la santé autour de la recherche, les patients, les soignants, les acteurs institutionnels, les chercheurs, les universités, pour arriver à avoir donc cette politique un peu plus structurée. Ça pourra, alors je pose ça là, ça peut me faire croire que ça me vient comme ça, mais c'est des choses qui sont un peu en chantier. Mais ça pourrait être par exemple l'occasion de se concerter et de travailler ensemble, soit l'année prochaine ou dans les années à venir, à l'occasion d'assises régionales de la recherche en éthique de la santé, pour arriver à être un peu plus coopératif dans ce champ-là par rapport aux objectifs et aux enjeux qu'on vient de présenter là. En tous les cas, je vous souhaite de passer une bonne journée. On prévoit à chaque fois un temps d'échange à la fin de la présentation de ce projet, donc c'est aussi l'occasion pour vous tous de poser les questions, de donner vos retours, vos avis, ou de nous faire part de la façon dont vous pensez que la recherche devrait évoluer dans ces champs-là. Donc profitez-en, c'est vraiment conçu comme une journée d'échange le plus possible. Je vous souhaite qu'elle soit la plus instructive possible, et puis je crois que je vais m'arrêter là parce que j'ai bien trop parlé. Donc je vous remercie, et puis je passe la parole à Serge Dano, qui va nous présenter un élément absolument majeur aujourd'hui dans la recherche en éthique de la santé, qui est celui des méthodologies qualitatives pour arriver à comprendre un peu plus ces nouvelles questions qui se posent. Bonjour à tous, je suis extrêmement heureux encore une fois d'être ici, dans ce beau pays. Je suis arrivé hier, et puis je suis toujours heureux de venir avec vous. Quand je suis arrivé tout à l'heure, Armand me dit, tu sais, j'ai une laryngite, je ne pourrais pas parler. Alors je pense qu'on a vu exactement le contraire. Après ce qu'il a dit, je me demande ce que je pourrais rajouter. Je pense que je vais d'abord vous parler de mon âge. J'ai terminé ma médecine en 1980 à l'Université de Sherbrooke au Québec. Alors ça fait déjà un petit moment. Et depuis ce temps, un premier élément dont Armand peut parler, c'est la question de cette complexité croissante
des enjeux auxquels nous sommes de plus en plus confrontés dans le domaine socio-sanitaire. Il y a 37 ans, les choses m'apparaissaient d'une grande simplicité. C'est peut-être parce que j'étais plus jeune, mais aujourd'hui, je trouve que cette complexité-là nous pose des défis extraordinaires que nous ne pourrons relever qu'ensemble. Et dans ces défis nombreux, je crois qu'il y a certainement cette question de tous ces choix que nous devrons arbitrer, auxquels nous devrons se frotter pour arriver à des positions qui vont nous obliger à abandonner certaines choses, certaines pratiques pour en favoriser d'autres. Et derrière tout ça, je pense qu'il y a une question fondamentale qui se pose de plus en plus. C'est une question très métaphysique, c'est la question de se dire qu'est-ce que c'est que la vie. Et derrière cette question-là, il y a forcément une question encore plus importante, qu'est-ce que c'est que le vivre ensemble? Parce que c'est ensemble que nous vivons. L'homme est un animal social, et je crois qu'il ne faut pas l'oublier. Et avant très rapidement, que je passe les quelques diapos que j'avais préparés, je ne peux pas ne pas vous dire, ne pas vous parler quelques secondes de ce beau film de Cédric Klapisch, qui s'appelle en France « Tout ce qui nous lie », que j'ai vu il y a quelques mois, et cette question de la liaison est fondamentale. C'est d'ailleurs un très beau film. Je ne sais pas si vous l'avez vu, ça se passe exactement en Bourgogne. Oui. Alors voilà, donc je fais partie de l'ouverture de ces rencontres annuelles de la recherche en éthique dans le champ de la santé. Et est-ce que ça va fonctionner? Ah, il faut l'ouvrir. Bon. Les bidules, comme ça, moi, ça marche jamais. Un petit peu. Tu peux l'essayer? De toute façon, au pire, je vais prendre ça. Pas grave. Oui, ça marche. Ça marche? Passe-moi. Alors, voilà. Ben, je me suis demandé d'abord, j'ai regardé dans le dictionnaire, qu'est-ce que c'est que l'éthique? C'est drôle de retrouver une définition qu'on croit toujours assez simple, assez limpide, et puis qui, au fond, ne l'est pas. C'est la science qui traite des principes régulateurs de l'action et de la conduite morale. Alors, dans cette définition-là que j'ai pris dans le dictionnaire, cette question de la science m'a tout de suite intéressé. Je me suis dit donc, la démarche en éthique est forcément scientifique. Alors, c'est pas du côté des disciplines molles dont on parle ici. On parle de quelque chose qui est un processus qui répond à des critères particuliers. Mais comme vous voyez, on parle de principes régulateurs de l'action et de la conduite morale. Alors le mot morale m'a dérangé un peu, donc j'ai regardé sa définition. Alors dans le dictionnaire, c'est intéressant, c'est tout ce qui est écrit, c'est conscience de ce qui est bien. Voyez-vous ici la lunette éditoriale, ce n'est que la conscience de ce qui est bien, comme si l'envers du bien n'existait pas. Alors c'est politiquement correct, mais je pense que ça occulte une partie très importante de la situation. Au fond, en éthique, ce que l'on fait, le travail que l'on fait, c'est vraiment de se questionner sur les meilleures conduites, les meilleures pratiques, et celles qui devraient plus ou moins être abandonnées. Et on se rend compte que dans le champ de la recherche scientifique, dans le domaine biomédical, ces questions-là ont pas mal été évitées à mesure que la technologie nous amenait de nouvelles découvertes et nous propulsait, si on veut, dans une autre façon de vivre. Alors, je voulais très rapidement vous parler de cette petite définition de dictionnaire. Et maintenant, je vais rapidement vous essayer de vous convaincre à savoir pourquoi cette recherche qualitative en éthique est-elle indispensable. Moi, j'ai une formation médicale, donc ça veut dire que j'ai eu, oui, cet apprentissage de la recherche
quantitative, la recherche clinique, etc. Et très rapidement, j'ai bifurqué vers les recherches qualitatives. Et il y a quelques mois seulement, une revue d'anesthésie et de réanimation, une revue internationale d'anesthésie et de réanimation, me demandait d'écrire un éditorial parce que pour la première fois de leur existence, ils risquaient de publier un papier s'appuyant sur une méthode qualitative. Alors c'était la première fois et on me demandait d'expliquer un peu à ces lecteurs qui sont ces grands médecins, réanimateurs, etc., qu'est-ce que ça vient faire dans le champ de la santé, ces méthodologies qui sont issues primitivement des sciences humaines. Alors ce papier-là visait simplement à mieux comprendre le phénomène des directives anticipées chez les patients qui ont séjourné dans une unité de soins intensifs. Alors vous voyez, ce sujet, c'est un sujet extrêmement important et c'était la première fois qu'on commençait à s'y intéresser d'une façon, comment dire, enfin logique. Alors, pourquoi c'est indispensable la recherche qualitative? Je suis obligé de me tourner, normalement, si je l'avais ici ce serait mieux, mais c'est pas comme ça, je m'excuse. Les caractéristiques les plus manifestes, la caractéristique la plus manifeste des méthodes qualitatives, c'est qu'elles s'intéressent essentiellement au besoin de comprendre le monde réel dans toute sa complexité. La question de la complexité est centrale, et si cela est possible de l'expliquer au lieu de tenter de lui donner une valeur numérique. Donc cette compréhension est la base même des méthodes qualitatives. Et selon les pionniers de cette recherche-là, il y a 5 buts principaux de ces approches qualitatives. Ce sont d'abord d'explorer. Je donne toujours l'image du détective ou de l'explorateur dans la jungle, une jungle inconnue. En recherche qualitative, d'abord on explore. Ensuite, on décrit ce que nous voyons. Il n'y a pas très longtemps, je voyais les mémoires de Samuel de Champlain qui, au début du XVIIe siècle, parcourait les grandes étendues de l'Amérique du Nord et cartographiait d'une façon absolument exemplaire ce qu'il voyait. Donc, il décrivait la situation. Ordonner, donc mettre un ordre, c'est-à-dire de placer dans une disposition particulière les éléments que nous décrivons, expliquer pourquoi ceci, pourquoi cela, qu'est-ce qui vient avant, qu'est-ce qui vient comme conséquence et qu'est-ce qui vient en même temps, et enfin prédire. Prédire, c'est très très important dans la recherche sur la santé. Les recherches qualitatives nous permettent de prédire ce que, dans une situation donnée, ce qui peut se produire. Alors, quand on fait usage de cette méthode qualitative, c'est donc quand on connaît relativement peu de choses par rapport à un phénomène donné. Donc, quand on connaît beaucoup de choses, on va tenter de démontrer à l'aide de méthodes quantitatives, alors que quand on connaît peu, on va tenter d'explorer avec des méthodes qualitatives. Quand le phénomène lui-même n'est pas quantifiable, il y a un tas de phénomènes qu'on ne peut pas quantifier, qu'on ne peut pas mesurer avec des échelles, et ce sont quand même des phénomènes qui doivent être étudiés, qui doivent être compris. Et quand on veut évaluer une pratique dans sa globalité, afin d'expliquer pourquoi elle marche ou pourquoi elle ne fonctionne pas en dépit d'une efficacité prouvée dans des essais cliniques randomisés. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on trouve dans ces essais cliniques qui sont indispensables aussi, mais quand on les met en place, on se rend souvent compte que ça ne fonctionne pas et on doit comprendre pourquoi, et ce sont les méthodes qualitatives qui nous permettent de le faire. Alors, je vais passer beaucoup de petites diapos. C'était des exemples de recherche qualitative essentiellement, pour aller à la diapo où on fait connaissance avec une grande dame. Voici Madame Greenhalgh. Est-ce que vous connaissez cette dame, qui est un médecin généraliste anglais, qui travaille en primary care à Londres, et qui a lancé un pavé dans la mare l'an dernier, en février,
en publiant une lettre dans le British Medical Journal, une lettre qui a été signée par 66 chercheurs seniors provenant de 11 pays, et qui posait la question au comité éditorial du BMJ pour leur dire pourquoi vous ne publiez pas plus de recherche qualitative. Il y en a, je pense que le BMJ c'est une des revues qui en a le plus, mais c'est encore assez peu fréquent. Alors, elle s'appuyait pour expliquer son propos sur quelque chose qui venait juste de paraître dans le BMJ, une espèce de célébration des 20 dernières années. On a demandé à des spécialistes de plusieurs pays d'identifier les 20 plus importants papiers qui ont été publiés dans le BMJ dans les 20 dernières années. Et dans ces papiers-là, on retrouve 11 commentaires éditoriaux. On comprend pourquoi. Bon, ce sont des choses qui font le bilan, le point sur une question et qui valent la peine d'être publiées et qui ont une très grande importance pour la poursuite de la pratique médicale. Il y avait 3 essais randomisés ex aequo avec les études qualitatives. Alors, on se dit, si c'est aussi important que les essais cliniques randomisés, les études qualitatives, ça vaut donc la peine qu'on prenne le risque d'en publier de plus en plus. Alors, les articles qui étaient des essais cliniques, c'est ceux-ci. Il y avait un article qui parlait de la santé cardiovasculaire. En fait, on faisait un ramassis de plusieurs études cliniques. Il y avait un article qui parlait de l'expérience de l'examen gynécologique avec le spéculum, et enfin un article qui parlait de suppléments de zinc qu'on donne aux enfants qui sont atteints de diarrhée au Bangladesh. Ce sont les 3 essais cliniques qui ont été jugés les plus importants. Je suis sûr que vous avez jamais entendu parler de ces papiers. Enfin, moi, je n'ai pas entendu parler de ces papiers. Sauf le premier, parce que c'est un de mes collègues, Janus est un de mes collègues à Montréal. Voici les articles maintenant qualitatifs. Les articles qualitatifs, il y avait un premier article sur une étude ethnographique de la façon dont on gère les connaissances en soins de première ligne. Deuxième article qui était une étude qualitative qui faisait le point sur ce qui préoccupait les parents qui amènent leurs enfants dans une consultation pédiatrique. Et le dernier, c'est l'article de Marie T, qui est sur la collusion médecin-patient dans les maladies en toute fin de vie. Elle a fait cette étude-là sur les patients atteints de cancer du poumon. Ça, Anne-Marie T, moi j'ai souvent cité cette étude. Et si on regarde le nombre de fois que ces études-là ont été ensuite citées depuis leur parution, on constate tout de suite que les études qualitatives ont été beaucoup plus souvent citées que les essais cliniques randomisés. Ce n'est pas que les essais cliniques randomisés ne sont pas importants, c'est de montrer comment, quand on fait une bonne recherche qualitative, qu'on répond à des questions importantes, complexes, globales, eh bien, on a un certain succès. Je termine. Alors, pour moi, ces constatations-là ont eu de quoi me rassurer, et j'espère qu'elles vous rassureront aussi. Pour ceux qui se questionnent sur les bienfaits de la médecine moderne, tantôt Armand, dans son introduction, abordait cette question: à quoi sert la médecine, hein? Tout nous porte à croire, en effet, que cette médecine contemporaine va remplir sa mission si elle intègre les méthodologies qualitatives à ses dispositifs de recherche, un peu partout. Et ce n'est pas un cours de métaux qualitatifs que je voulais faire ce matin, c'est simplement de vous en parler. C'est seulement à cette condition, selon moi, qu'elle réussira à saisir la complexité de l'existence humaine et des principaux ajustements que la maladie impose à l'homme, et qu'elle parviendra de cette façon-là à proposer aux humains des solutions respectueuses de leurs souhaits les plus intimes et les plus importants. Alors, bonne journée. Il y aura plusieurs présentations, ça me fera plaisir d'intervenir. J'espère que vous serez aussi heureux que je le souhaite durant cette journée.
Bonne journée.